jusqu'à être nommé directeur juridique social au sein de la DRH centrale, poste que vous occupez toujours depuis 2007. À ce titre, vous gérez l'ensemble des questions de droit social, qu'elles relèvent de la conformité, du conseil, du contentieux, et cela pour l'ensemble du groupe Air France. Je dois ajouter que vous êtes président délégué du MEDEF du 93 et du 94 et que vous êtes membre du Conseil supérieur de la prud'homie. Voilà pour la brève présentation que je vais faire et je vais donner la parole maintenant à Eric ou Jocelyne, je ne sais pas dans quel ordre. Jocelyne peut-être. Jocelyne. Non, moi, je vais passer la parole tout de suite à Eric. Notez vos questions, d'en discuter. La deuxième partie, vous aurez l'occasion de les poser comme toutes les fois. Et je passe la parole à Eric, grâce à qui nous avons cet invité très intéressant. Donc, je crois que c'est même plutôt... Pardon, je rappelle juste pour les personnes qui ne connaissent pas Jocelyne, mais tout le monde la connaît, mais si des personnes nous rejoignent pour la première fois, donc Jocelyne Canetti est présidente de la commission communication de l'IEM, ainsi que de la médiation de la consommation, aidée en cela par une autre personne, Mikin Yangpaya, et Jocelyne est l'organisatrice de ces matinales qui se tiennent si régulièrement et qui ont contribué à l'attractivité et au succès de notre association. Merci Jocelyne de ces efforts permanents. Éric, pardon de t'avoir interrompu. Non, Jocelyne, juste tout le mérite revient à Olivier Kolikowski qui nous a permis d'être en relation avec Franck Rimbaud. Donc, rendons à César ce qui est à César. Monsieur Rimbaud, merci d'être là. Nous avons discuté à plusieurs reprises ensemble et je dois dire qu'en tant qu'avocat et médiateur, j'ai été très agréablement surpris de manière très positive par le dispositif qui a été mis en place au sein d'Air France pour gérer les contentieux sociaux. Alors ma question, en fait, elle a 3 volets. Pourquoi vous tournez vers ces médiations conventionnelles pour régler ces conflits? Comment ça marche? Et quel bilan pouvez-vous tirer après quelques années d'exercice de cette pratique? Ok. Donc, je fais ma présentation ou je réponds d'abord à vos questions? Ça revient à votre présentation. Oui, c'est pour ça. Donc, je vais peut-être démarrer la présentation. Donc, d'abord, merci à tous de m'accueillir. Je suis ravi de pouvoir vous présenter ce dispositif qui fête ces jours-ci son 5e anniversaire, puisqu'on l'a lancé en juin 2018, donc il y a exactement 5 ans. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que c'est bon, vous voyez? C'est très bon. Ça marche très bien. Alors, on y va. Voilà. Donc, en fait, ce dispositif de médiation conventionnelle des contentieux sociaux, alors d'abord, une précision initiale. Il y a beaucoup de dispositifs de médiation dans les entreprises, y compris chez Air France. Mais là, c'est un dispositif qui s'adresse à une catégorie particulière de contentieux, qui sont les contentieux qui sont normalement de la compétence du Conseil de prud'homme. Ce n'est pas de la médiation interpersonnelle, ce n'est pas de la médiation comme on peut en avoir lorsqu'il y a des problèmes de mésentente entre un manager, un salarié. Là, c'est vraiment de la médiation comme on peut en trouver devant les juridictions. C'est le cas de la médiation judiciaire qu'on peut rencontrer devant le Conseil de prud'homme ou devant la Cour d'appel, mais organisée de façon conventionnelle. Donc ce dispositif, au départ, il est né d'un double constat. C'est celui, chez Air France, d'une conflictualité prud'homale hors norme. Alors, cette conflictualité, elle a beaucoup d'explications. Il y a le fait d'être une ancienne entreprise publique. Il y a aussi eu, et Olivier en est le témoin, des efforts, des gros efforts qui ont été faits pour faire baisser la conflictualité collective, c'est-à-dire la grève, pendant des années, lorsque il y avait des revendications au sein d'Air France ou des conflits, ça se réglait par 1 ou 2 jours de grève. On a essayé de faire baisser cette conflictualité pour une raison simple, c'est que le transport aérien est un produit qui est non stockable, donc lorsqu'on a une grève, on n'arrive pas à rattraper la production qu'on a perdue, et c'est par ailleurs un produit qu'on fabrique devant le client,
et donc le client est immédiatement pris à témoin des conflits qui existent dans l'entreprise, ce qui n'est pas le cas par exemple chez Renault. On peut faire grève dans une usine, le client qui va acheter sa voiture dans une concession n'est pas le témoin de la grève. Chez Air France, on est témoin de la grève. Donc on a beaucoup œuvré pour faire baisser, et ça a baissé de façon très efficace, la conflictualité collective. Et donc, il y a eu d'une certaine façon un report de cette conflictualité collective vers une conflictualité plus individuelle, plus juridique, plus judiciaire. Et donc, il y a beaucoup de demandes ou de revendications qui auparavant auraient donné lieu à une grève, qui se sont traduits à partir de la fin des années 90 par des contentieux. Il y a quelqu'un qui n'a pas baissé son micro, vous voulez bien le fermer, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui parle très fort, qui n'a pas fermé son micro. Excusez-moi, monsieur Rimbaud. Non, non, j'en prie. Et donc, on a constaté, corrélativement à cette baisse de la conflictualité collective, à une augmentation assez spectaculaire de la conflictualité individuelle, donc de cette conflictualité judiciaire devant les juridictions du travail. L'autre point, c'est que l'autre particularité qui concerne Air France, c'est que cette conflictualité, c'est très majoritairement une conflictualité qui est liée à l'exécution du contrat de travail et non pas, comme c'est le cas généralement, à la rupture, pour une raison qui tient au très faible taux de turnover chez Air France, qui encore aujourd'hui est inférieur à 0,5%. Donc généralement, les gens qui travaillent chez Air France démarrent leur carrière chez Air France et puis la terminent chez Air France, comme Olivier ou moi par exemple. Mais donc, il y a ce qui fait que lorsque quelqu'un a un contentieux au titre de l'exécution de son contrat de travail, il n'attend pas que son contrat soit rompu pour le régler. Il va faire un procès à l'entreprise alors qu'il est toujours présent dans l'entreprise. Et cette situation donc de conflictualité interne de salariés qui sont en procès avec l'entreprise alors qu'ils continuent à travailler dans l'entreprise, c'est quelque chose qui indiscutablement affecte la qualité de la relation de travail. Voilà, donc on s'est dit qu'il fallait essayer donc, de faire baisser cette conflictualité individuelle, d'autant plus que c'est une conflictualité qui touchait des collaborateurs qui étaient toujours présents chez nous. Deuxième constat, et là qui tient plus à la qualité des équipes juridiques et RH d'Air France, c'est le fait que le contentieux, en réalité, coûtait cher. Enfin, ça, tout le monde le sait, mais qu'il profitait principalement aux avocats. Donc, pour vous donner un exemple, avant qu'on mette en place le dispositif, on avait un budget d'honoraires d'avocats qui était plus élevé que le budget des condamnations. Donc, le contentieux ne profitait absolument pas à Air France, il profitait assez peu aux salariés et il profitait beaucoup plus majoritairement aux nombreux avocats qu'Air France était obligé d'utiliser. Cette prise de conscience, on ne l'a pas eu seul. Hein. Il faut reconnaître qu'on a aussi été un petit peu aidé par les magistrats devant lesquels on plaide et qui, à la fin des années 2010, enfin, on a eu plusieurs alertes par des magistrats de la Cour d'appel de Paris, des magistrats de la Cour de cassation sur la surreprésentation d'Air France devant les juridictions. Alors, les gens s'imaginent qu'Air France est une entreprise qui est présente partout dans le monde, partout en France, enfin, alors qu'en réalité, elle a des activités qui sont très concentrées en région parisienne. Air France est le premier employeur privé d'Île-de-France et toute la production, que ce soit le personnel navigant, l'aéroport de Roissy, les installations cargo, les installations de maintenance aéronautique, tout est regroupé en région parisienne. Et donc, on est devant le Conseil de prud'homme de Bobigny, devant la Cour d'appel de Paris, très très fréquemment. Je crois qu'on était même le premier, enfin bon, si on est le premier employeur privé, c'est pas totalement anormal, mais avec une proportion qui était très très élevée, je crois qu'on devait représenter à peu près 10% de l'activité des chambres sociales de la Cour d'appel de Paris. Voilà. Donc il y a un moment où les magistrats nous ont dit c'est quand même incroyable, vous êtes tout le temps devant nous avec des litiges qui
semble pas toujours d'un intérêt majeur. Vous devriez peut-être essayer de voir si vous ne pouvez pas réussir à régler vos problèmes tout seul, c'est-à-dire sans avoir recours au juge, sachant que jusqu'à cette époque-là, on avait aussi, alors Air France est une boîte d'ingénieurs, donc c'est une entreprise dans laquelle, si on considère que quelqu'un n'a pas le droit à quelque chose, c'est impossible de lui donner. Donc, 1 et 1, ça fait 2, ça ne peut pas faire 1,5 ou 3,5. Voilà. Donc, culturellement, on était capable, même pour des enjeux de 150 ou 200 euros, si on était convaincu que le salarié n'y avait pas droit, on était prêt à dépenser 12 000, 13 000 euros d'honoraires d'avocat pour finir par avoir raison devant la Cour de cassation. Bon, il y a un moment, on s'est posé des questions sur la rationalité ou la pertinence économique de ce modèle et on s'est demandé si on ne pouvait pas trouver d'autres solutions. Donc, ce qui a été à l'origine, en fait, alors d'abord, il y a toute la réflexion que je viens d'exposer, mais on a aussi eu en 2015 un plan stratégique chez Air France qui avait pour objet de développer l'expérience salariée, améliorer le rapport, enfin les relations entre l'entreprise et ses collaborateurs. C'était le pendant d'un plan stratégique qui concernait aussi la relation qu'Air France voulait entretenir entre elle et ses passagers. Donc, on avait une ambition de relation attentionnée, essayer d'avoir une relation plus personnalisée, plus en anticipation, plus empathique vis-à-vis de nos passagers. Et côté RH, on s'est dit que c'était difficile de demander à nos salariés d'avoir cette relation attentionnée avec nos passagers si nous-mêmes, Air France, on n'était pas capable d'avoir aussi une relation attentionnée avec nos collaborateurs. Voilà, donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire pour essayer justement d'améliorer la qualité de cette relation. Il y avait un autre élément qui était important dans la réflexion, qui était de se dire que si on trouvait un mécanisme interne pour résoudre nos conflits, c'était aussi une façon d'avoir une meilleure prise en compte des spécificités d'Air France, qui tiennent notamment à son activité, au fait d'être une compagnie aérienne. Parfois, quand on est devant des juges, eh bien, il y a tout un tas de spécificités qui tiennent au métier de personnel navigant ou à l'activité aérienne qui sont assez difficiles à prendre en compte par des juges. On s'est dit que si on avait un dispositif interne, ça serait mieux pris en compte. Et donc, on a utilisé en fait l'ouverture à la médiation conventionnelle qui a été apportée par la loi Macron de 2015, qui a autorisé donc la médiation conventionnelle des contentieux sociaux pour mettre en place ce dispositif au sein d'Air France. Sachant que quand on l'a décidé, quand on l'a mis en place, on était, je crois, la première entreprise de France à le faire. Donc, c'était une véritable innovation juridique. Alors, donc, notre dispositif, il est régi par une charte. On s'est posé la question de savoir si on essayait de conclure un accord avec les organisations syndicales sur la mise en place de ce dispositif. Et on s'est dit qu'on n'avait pas grand-chose, nous, à obtenir des organisations syndicales. C'était plutôt une proposition unilatérale d'Air France. Et donc, on a mis en place une charte qui définit le fonctionnement de notre dispositif. Cette charte, donc, elle permet aux salariés d'obtenir rapidement et gratuitement donc, une solution à leurs différends, s'appuyant sur l'intervention d'un tiers, donc d'un médiateur. Et donc ces médiateurs, ils sont choisis par le salarié parmi une liste de médiateurs qu'on a sélectionnés. Donc c'est des médiateurs qui sont totalement externes à Air France, hein. C'est des médiateurs qu'on avait rencontrés nous, enfin dont on avait fait la connaissance dans des médiations judiciaires et qui nous avaient convaincus de leur qualité professionnelle de médiateur. Voilà, donc c'était une proposition unilatérale. On l'a malgré tout présentée aux organisations syndicales d'Air France qui, pour la plupart, il faut bien le reconnaître, étaient un petit peu scotchés quand on leur a présenté, puisqu'ils n'avaient pas tellement l'habitude
enfin surtout dans les rapports qu'ils avaient avec la direction juridique sociale d'Air France, d'avoir des propositions qui permettent de résoudre les litiges par la négociation plutôt que par le recours au juge. Et donc, cette présentation qu'on a faite aux organisations syndicales et au CSEC d'Air France a d'abord, oui, provoqué une sorte, il y a eu un petit état de sidération et ensuite des réactions plutôt enthousiastes. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui continue, enfin, c'est assez bien promu par les organisations syndicales. Les principales, les seules résistances qu'on ait connues, paradoxalement, enfin, résistances, ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été plutôt dans le réseau RH d'Air France, hein, puisque ça a pu être perçu à l'origine comme étant un dispositif qui allait peut-être déjuger des positions qui étaient prises par le réseau ressources humaines. Et donc, on a réussi à pallier cette réticence en associant systématiquement médiation les responsables ressources humaines. Donc, soit le manager, qui est le premier RH, soit le DRH de l'entité ou des responsables ressources humaines, qui, lorsqu'on conduit une médiation avec un salarié, participent à la médiation et à la solution qui va être proposée aux salariés. Donc, concrètement, un salarié qui a un litige avec Air France, il va, je vous le montrerai directement sur l'intranet de l'entreprise. Il peut choisir, donc c'est véritable, c'est gratuit, donc ça ne coûte absolument rien au salarié. Il a la possibilité de choisir parmi les 6 médiateurs. Donc nous, on a choisi les médiateurs, mais le salarié choisit librement un parmi les 6. Et pour ça, donc il y a des petites bios, là c'est la vignette que vous voyez sur l'écran, et des vidéos de présentation. Donc je vais vous en montrer une qui concerne Maud de Kirch, que sûrement certains d'entre vous doivent connaître. Bonjour, je m'appelle Maud de Kirch. Après une expérience de juriste, une expérience d'avocat en tant que conseil, puis de négociateur grand compte en entreprise, je me suis formée en 2011 à la médiation. J'ai créé le cabinet Avenir Médiation afin de développer et de promouvoir la médiation. Mon fil conducteur a toujours été l'humain et la gestion de conflits, en commençant par mon rôle d'aîné de 9 enfants. Je suis actuellement médiateur à la cour d'appel et au tribunal de grande instance. En tant que médiateur au champ social, j'ai acquis une expérience significative en matière de conflits en droit du travail. J'ai également coécrit un livre sur la gestion des conflits. Ce qui me motive en tant que médiateur, c'est aider les salariés à rétablir le dialogue pour trouver leur propre accord de façon efficace, rapide et confidentielle, tout en maîtrisant leurs solutions. Il y a toujours 2 positions, et l'idée est de comprendre la perception de l'un et de l'autre pour trouver des intérêts communs afin que les personnes s'en sortent la tête haute. C'est donc une solution négociée et choisie par les parties. J'accorde beaucoup d'importance à la posture du médiateur, un tiers neutre, impartial, indépendant, ni juge ni arbitre. Il me semble primordial que la médiation respecte un processus structuré et responsabilisant pour les personnes. L'un de mes atouts est mon double parcours et mon expérience riche en tant que médiateur. J'ai conduit plus de 150 médiations, dont une centaine dans des conflits en droit du travail. Ce parcours m'a permis d'acquérir une compréhension fine des enjeux humains et opérationnels, ainsi qu'une expérience dans la gestion des désaccords et oppositions de posture. Je suis à votre disposition. Est-ce qu'on pourrait peut-être arrêter la vidéo parce que pour vous Terminé. Gagnant. Parce que vous avez beaucoup de choses à dire encore et il reste relativement peu de temps pour laisser place aux questions. Bien sûr. Non, mais elle est terminée. Alors, merci. Donc, ouais, je vais accélérer. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le salarié peut formuler librement sa demande sur l'intranet de l'entreprise. Donc, en allant sur l'intranet, il y a une partie médiation juridique où on lui explique le fonctionnement du dispositif de médiation et il a la possibilité de saisir un formulaire pour demander une médiation pour lui. Voilà. Alors, donc notre charte, là, c'est des choses sur lesquelles on peut aller assez rapidement, puisque c'est des choses que vous connaissez par cœur.
Elle respecte donc les principes de la médiation. Évidemment, le premier d'entre eux, c'est le volontariat des parties, la possibilité d'y mettre fin à tout moment, sachant que la médiation conventionnelle suspend les délais de prescription. Donc, si un salarié engage un processus de médiation, il est sûr de ne pas perdre des droits puisque ça suspend les prescriptions. La confidentialité et la gratuité pour le salarié. Donc ça, la gratuité, c'est une spécificité de notre dispositif à nous. Donc ce dispositif, il permet, donc, comme tout dispositif de médiation, une solution au conflit qui est choisie et partagée, et surtout qui préserve la qualité de la relation de travail. Donc l'idée, c'est plutôt que d'avoir un salarié qui, pendant 5 ans, va être en conflit avec l'entreprise au travers d'un procès devant des tribunaux, des juridictions. Là, en l'espace de quelques semaines, quelques mois ou plus, on arrive à trouver une solution et qui permet de rétablir une relation de travail plus harmonieuse et qui permet aussi surtout une maîtrise des conséquences financières en supprimant l'aléa judiciaire et des économies de charges internes. Donc ça, c'est le temps consacré par les juristes à la résolution d'un litige. Donc on a, avec la petite expérience qu'on a, on a pu constater qu'il faut 4 fois moins de temps pour résoudre un litige par la voie de la médiation à un juriste que par la voie d'un contentieux devant des juridictions judiciaires, et externe, divisé par 10. C'est-à-dire que le coût d'un médiateur est 10 fois moins que celui d'un avocat qui va plaider un dossier du début jusqu'à la fin. Sur ces éléments, en fait, alors c'est surtout sur le deuxième point, la maîtrise des conséquences financières. Au départ, quand on a lancé le dispositif, on n'avait aucune idée de comment ça allait fonctionner. On n'avait pas d'exemples sur lesquels se fonder. Et donc, on s'était fixé des objectifs et on s'était dit il va falloir qu'on s'astreigne à accepter au moins la moitié des demandes de médiation. Donc, et d'autre part, lorsqu'on aura accepté ces demandes de médiation, essayer d'aboutir à des accords de médiation dans au moins 50% des cas. En se disant, sur les 2 items, c'est-à-dire accepter la médiation et réussir la médiation, il faudra qu'on fasse des efforts, puisque, je le redis, culturellement, on était dans une culture d'entreprise où si quelqu'un n'a pas droit à quelque chose, c'est hors de question qu'il l'obtienne. Donc pour ça, on s'était convaincu qu'il fallait être prêt à surfinancer peut-être les litiges. C'est-à-dire que si on avait un litige dont on estimait le risque à 100, eh bien on se disait pour y arriver, il va falloir être prêt peut-être à donner 120, 125, 130 pour arriver à un deal. Et l'économie, enfin ce surcoût sera compensé par les économies qu'on fait sur le traitement du contentieux, c'est ce qu'on voit sur le dernier point, et d'autre part, on aura un retour aussi au travers de la qualité de la relation de travail qu'on va rétablir. Et ça a vraiment été une surprise. On s'est rendu compte qu'en réalité, si le risque est à 100, généralement, quand on arrive à un accord de médiation, on tope plutôt à 85 ou à 90, parce que pour le salarié aussi, le fait de conclure ce deal, le fait qu'on ait fait l'effort de le recevoir et de résoudre son conflit, eh bien pour lui aussi, ça a un prix. Donc généralement, on se rend compte que grâce à la médiation, on arrive à conclure des deals qui sont en dessous de ce qu'on a, nous, estimé être le risque qu'on avait si on avait plaidé le dossier. Et ça a vraiment été une surprise. Et sur les autres paramètres, là aussi, on a été assez surpris. On se disait, il faut qu'on accepte 50% de médiation. Très, très vite, on a accepté, sans faire d'effort, 85 ou 90% des médiations. Donc ça tient aussi à la maturité des demandes qui étaient faites. On se disait, il y aura peut-être des demandes farfelues. En réalité, on n'en a jamais vraiment eu. Et aussi sur le résultat des médiations, on se disait il faudrait qu'on arrive à 50% de résultats. En réalité, depuis l'origine,
Et là aussi, sans vraiment faire d'efforts, puisque une fois encore, on paye plutôt moins que ce qu'on est prêt à payer. On est là aussi sur des taux aujourd'hui de réussite des médiations qui sont plutôt à 85-90%. Donc, pratiquement 9 médiations sur 10 qui sont engagées réussissent et se terminent par un accord. Voilà, donc les conséquences pour nous, ça a été une très forte baisse de la conflictualité judiciaire et en 2021, même un croisement des courbes, puisque on a, alors premier point, d'abord, moi j'ai connu une époque, Olivier aussi, où en fait on comptait les contentieux prud'homaux en cours en milliers, puis ensuite en centaines. Là maintenant, on est revenu à des chiffres qui sont plus ceux d'une entreprise normale, c'est-à-dire en dizaines. Et donc on a eu en 2021 ce croisement de courbe, c'est-à-dire que désormais on arrive à régler plus de litiges par la voie de la médiation que par le recours à la justice. Voilà, ce qui par ailleurs a contribué donc à améliorer l'image d'Air France auprès de l'institution judiciaire et des magistrats, pas autant qu'on l'aurait souhaité, hein, puisqu'ils ne sont jamais quand même contents de nous voir, mais on a moins de plaintes sur cette surreprésentation. Alors, si on fait un bilan, il faut aussi regarder quelles ont été les conséquences sur la fonction de juriste en droit social. Donc, ça a été un gros changement pour cette équipe de juristes qui étaient des très bons juristes et des vrais spécialistes du combat judiciaire. Donc là, il a fallu qu'ils développent de nouvelles compétences, puisque maintenant, ils interviennent plus en amont. Ils étaient très très forts pour écrabouiller des salariés ou des organisations syndicales devant les tribunaux, pour gagner des procès parfois qu'on imaginait ingagnables. Donc c'était des vrais spécialistes du contentieux et du conflit. Là maintenant, il a fallu qu'ils développent des compétences en négociation, qu'ils deviennent beaucoup plus empathiques. Ça n'a d'ailleurs pas été simple. On a une juriste qui a démissionné en disant qu'elle n'était pas venue pour faire de la négociation et qu'elle voulait faire du contentieux. Mais les autres ont développé ces compétences. Donc, ce qui est difficile, c'est de conserver les deux, c'est-à-dire il faut développer ces nouvelles compétences en négociation, en empathie, tout en gardant l'expertise, parce que tous les contentieux ne peuvent pas se régler par la voie de la médiation. Voilà. Et donc, pour ça, il faut développer des nouvelles compétences, notamment en négociation. Voilà la présentation que je voulais vous faire et je suis donc à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Franck Rimbaud pour cette